Aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité d'animation. Je suis très heureux d'être avec vous tous et toutes pour parler d'un sujet qui est assez capital. On va parler de la matérialité du numérique et surtout de ses conséquences sociales et environnementales. Donc pour ma part, pour une rapide présentation, je suis cofondateur de Quanta. Donc je vous en dirai un peu plus dans quelques minutes. Et à côté de Quanta, je suis aussi également animateur dans deux associations qui sont la Fresque du Climat et la Fresque du Numérique, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette session avec Agnès et Camille, qui sont respectivement chez Fairphone et Back Market. On va avoir comme double objectif aujourd'hui de vous parler à la fois de de la gravité du problème et de l'impact du numérique sur les enjeux sociaux et environnementaux, mais aussi parler de toutes les solutions qu'on peut tous mettre en œuvre, et notamment celles qui sont accessibles à nous, les dirigeants du digital. Alors c'est parti, et surtout, comme le disait Noémie, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour nous faire des commentaires, des questions en live, etc. Et on en prendra aussi au fil de l'eau, de sorte à répondre aussi avant la fin de l'événement. Donc pour un premier tour de table, je vais donc du coup demander à Agnès de nous rejoindre, si peut activer. Je crois que non, on avait Camille d'abord. Ah. Camille et Agnès, si vous pouvez apparaître maintenant. Pardon. Bonjour, merci pour cette invitation. Voilà, avec plaisir. Et donc Camille, je te laisse peut-être présenter ton rôle, la mission surtout de Back Market dans cet enjeu du numérique et de son impact. Avec plaisir, merci Guillaume. Donc moi je suis en charge du département impact développement durable chez Back Market. Back Market, pour ceux qui ne connaissent pas, je demande de mettre la prochaine slide de Guillaume, s'il te plaît. C'est la marketplace qui est leader dans la vente d'appareils électroniques reconditionnés. Donc l'idée, c'est de donner une deuxième vie aux appareils reconditionnés, de démocratiser cet accès avec toutes les garanties qu'on peut avoir sur l'achat du neuf. Donc le motto chez Back Market, c'est qu'il n'y a pas de raison factuelle d'acheter du neuf, donc on veut vraiment donner la même expérience pour permettre de réduire globalement l'impact de la tech. Si tu peux mettre la prochaine slide. Donc la mission chez Back Market aujourd'hui, c'est de combattre un petit peu les mauvaises habitudes qu'on a prises vis-à-vis de notre consommation de la tech. Donc c'est la surconsommation, bien sûr, avec toutes les questions qui sont liées à l'obsolescence marketing, etc. C'est la production de masse d'appareils technologiques qui ont des impacts assez dévastateurs sur l'environnement. Et évidemment, la pression sur les ressources qui s'ensuit. Nos appareils sont pleins de matières premières, dont l'extraction extrêmement polluante. Ça utilise aussi également énormément d'eau. Et puis enfin, il y a la question de la lutte contre les déchets électroniques, qui est le flux de déchets qui augmente le plus rapidement aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a environ un petit peu moins de 20% des déchets électroniques qui sont recyclés. Donc chez Back Market, on s'emploie à lutter contre ces problématiques en proposant une solution qui soit adaptée, qui soit garantie, et pour permettre aux consommateurs de changer leurs habitudes de consommation sans que ça soit trop douloureux. Donc, si je peux mettre la prochaine. Donc aujourd'hui, Back Market, c'est un peu plus de 600 employés. La plateforme existe dans 18 pays, principalement en Europe, mais aussi un peu en Asie, en Océanie, avec le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, et aux États-Unis. On a environ 10 millions de customers, ça fait 10 ans qu'on existe. Et on est depuis janvier 2022 société à mission dans le droit français, ce qui veut dire qu'on a inscrit notre raison d'être, qui est la lutte contre les impacts de la tech par la réparation et la circularité dans nos statuts légaux. On a un comité de mission qui nous aide à veiller à la poursuite de cette mission. Et puis surtout, on est certifié B Corp depuis mars 2023. Donc B Corp, c'est un label qui a été créé par une ONG américaine et qui permet de vérifier qu'une entreprise, en effet, a mis en place les bonnes pratiques et a un impact positif. Donc voilà, en gros, sur ce qu'on est et ce qu'on essaie de faire chez Back Market aujourd'hui. Merci Camille. Et puis du coup, je passe la parole à Agnès pour nous parler de Fairphone. Oui, merci Guillaume.
Donc très heureuse d'être là. Donc rapidement, Fairphone, c'est un projet en fait qui est pas né comme une boîte, qui est né comme une campagne activiste en 2010 contre les minerais dits de conflit, qui sont officiellement au nombre de 4, l'étain, le tungstène, le tantal et l'or, officieusement plus nombreux. Et en gros, cette campagne réunissait des gens du Congo et d'Amsterdam pour dénoncer en fait les problématiques liées à l'industrie électronique, problématiques sociales et environnementales, mais d'abord sociales. Parce qu'en fait, le fait d'exploiter du cobalt en RDC provoque avant tout en fait des problématiques sur les gens qui en fait reflètent sur l'environnement. Donc ça a démarré comme ça pendant 2-3 ans, beaucoup de campagnes activistes, de pétitions signées, de lobbying pour parler, etc. Et au bout de 2-3 ans, cette bande activiste, je dis cette bande parce que moi j'en faisais pas partie à l'époque, je suis rentrée qu'en 2018 chez Fairphone. Donc en 2013, 3 ans après ce lobbying, les personnes, ce groupe de personnes décide de lancer une boîte pour avoir plus d'influence à l'intérieur en fait de l'industrie électronique. Donc pour changer, insuffler un changement en étant un acteur de l'industrie, donc pour pousser une demande par exemple de matériaux plus éthiques. Donc Fairphone, ça a vraiment démarré comme un projet activiste, c'est pas un pitch de start-up. Voilà. Et donc en 2013, la boîte naît avec la volonté de changer l'industrie électronique pour la rendre plus responsable, principalement en faisant un smartphone, mais depuis peu, on fait aussi quelques accessoires et des produits audio comme des casques. On est basé sur Amsterdam et avec des gens en Chine et à Taïwan aussi. On est 150, c'est une petite boîte, une PME, on va dire. Pour faire un téléphone, c'est assez challenge. Et on a une trentaine de nationalités et on ne vend qu'en Europe, avec principalement l'Allemagne et la France comme marché. Si on va au slide suivant, les principaux aires d'impact qu'on a, les principales aires d'impact qu'on a sont les suivantes. Donc, vraiment la principale, l'historique, c'est le côté Fair Materials, donc arriver à insuffler de l'extraction de métaux plus éthiques. On a par exemple du Fair Trade Gold, mais on a aussi tout un tas d'actions qui sont moins labellisables sur d'autres métaux, comme le cobalt. On veut aussi insuffler des meilleures conditions de travail dans les usines d'assemblage, notamment en Chine. La Chine est encore le principal pays de l'assemblage des téléphones, avec par exemple Foxconn, même si c'est une entreprise taïwanaise, toutes leurs usines sont principalement en Chine, qui est un des employeurs les plus gros au monde. Foxconn, c'est à peu près 1 million d'employés, et avec des conditions de travail qui font absolument pas rêver. Beaucoup trop d'heures, des revenus assez faibles, etc. Et du coup, ce qu'on veut insuffler dans ces usines-là, c'est ce qu'on appelle un living wage, donc un revenu dit décent, qui double à peu près le revenu minimum, pour que les gens qui travaillent sur les lignes de production soient mieux payés et pas à faire d'heures supplémentaires. Voilà, je fais court, hein, donc j'y vais vite. Et on a deux autres aires d'action qui sont la longévité et tout ce qui touche au recyclage et à la réutilisation. La longévité, en fait, c'est tout bête à comprendre, hein. Il vous viendrait pas à l'idée de changer de machine à laver, tous les ans ou tous les 2 ans, quand votre vélo il pète, que votre roue est percée, vous n'allez pas changer tout le vélo. Vous allez juste changer la roue. Donc nous, ce qu'on veut insuffler en fait dans l'industrie électronique, notamment dans les smartphones, c'est de la réparabilité ultra accessible, pas cher. Ma tante qui habite en Haute-Loire, qui a 85 ans, elle doit changer son écran toute seule. Voilà, on veut vraiment démocratiser le droit à la réparation pour augmenter la durabilité des appareils, parce que l'équation, elle est simple, hein. Moins on fait d'appareils, plus ils durent, mieux c'est pour l'environnement. Ça a déjà été un peu mentionné entre les lignes, mais voilà, le principal coût environnemental dans la vie d'un téléphone, c'est son coût de production, 75-80%. Donc il faut qu'ils durent ces téléphones pour en faire moins. Donc la longévité, elle se traduit chez nous par une réparation très facile. En termes d'hardware, vous pouvez facilement changer vos écrans, mais aussi elle se traduit par un support long logiciel. Et ça, c'est mon job chez Fairphone. J'encadre une équipe d'ingénieurs en charge de la longévité logicielle pour craquer l'obsolescence des téléphones. Partie réutilisation recyclage, en fait, on fait tout pour pouvoir réutiliser des composants dans les téléphones, pour pouvoir collecter des téléphones pour correctement les recycler. Le recyclage, c'est un des points
d'attaque de Fairphone, mais c'est pas le seul. Le recyclage, pour nous, c'est la dernière solution, mais avant, il y en a plein d'autres. Typiquement, la longévité a plus d'impact que le fait d'utiliser des matériaux recyclés. Je dis ça parce que l'industrie électronique est très tournée sur: «Ah, c'est cool, on essaye d'incorporer des métaux recyclés». Le recyclage, c'est ultra compliqué dans l'électronique, surtout dans les smartphones. Quand vous faites de l'électronique miniaturisée, c'est ultra compliqué de pouvoir recycler du matériel. Pensez au gâteau que vous faites, chez vous, vous mélangez la farine et l'œuf, hein, vous chauffez le tout, allez récupérer la farine après, c'est compliqué. Et enfin, prochain slide, c'est ma conclusion qui est peut-être un peu trop longue. Si tu peux changer de slide, Guillaume, merci. Donc l'objectif de Fairphone, avant de faire un téléphone écolo, friendly, et cetera, évidemment que c'est important pour nous, mais avant tout, on veut arriver à avoir une approche décoloniale de l'industrie électronique pour respecter les gens, en fait, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus et qui sont impliqués dans la fabrication des téléphones. Moi, j'habite une ville qui s'appelle Saint-Étienne, qui est une ancienne ville minière, qui exploitait du charbon. La moitié des grands-parents de ma classe maternelle étaient morts de silicose, en fait, parce qu'ils étaient tous dans les mines à l'époque. Ça, on le voit plus, en fait. On n'arrive plus à toucher du doigt, en fait, les problématiques en fait sociales que ça crée chez les gens qui travaillent dans les mines, parce que l'exploitation, elle se passe plus chez nous. Elle se passe ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'elle se passe pas. Donc il faut avoir cette approche décoloniale pour pouvoir respecter les gens qui sont loin de chez nous et avoir plus de justice sociale. Voilà, je m'en arrête là. Je te remercie Agnès et je rebondis d'ailleurs sur ce que tu viens de dire. Donc moi, pour info, je suis à côté de Alès et donc il y a aussi un bassin minier où il y a eu de l'activité ici et donc j'ai une rivière qui est pas très loin de chez moi où plus personne ne peut se baigner et probablement plus personne ne pourra se baigner ever parce que justement il y a eu des pollutions et en fait il y a bien un phénomène irréversible là-dessus. Donc c'est vrai que pour une majorité de Français, on va dire ce phénomène-là, il est un peu visible, il est un peu loin des yeux. Mais il y a bien des endroits en France où c'est visible. Là, c'est hyper concret. Et donc, voilà. Mais on va reparler de ce sujet-là, de toute façon, plus en profondeur. Merci, donc, du coup, Agnès. Et pour ma part, pour clôturer le tour de présentation, je veux dire juste un mot sur Quanta et après, on va dézoomer pour parler du problème environnemental et social au sens large. Donc Quanta, c'est une structure que j'ai cofondée il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui a commencé son aventure plutôt sur le sujet de la web performance. Donc c'était notre grande mission, ça a été comment rendre le web plus rapide. Donc voilà. Sujet passionnant, on le fait encore pour toujours un confort des internautes. Et puis on s'est rendu compte, surtout il y a quelques années, qu'on avait un enjeu un peu supérieur à tout ça, qui était de faire en sorte que le monde reste habitable et que le numérique puisse jouer sa part aussi pour que ce soit le cas. Et donc notre grande mission d'entreprise, c'est devenu de rendre le numérique compatible avec les limites planétaires. Et pour faire ça, on le fait avec, on va dire, 3 familles d'actions. Et pour vous les décrire brièvement, il y en a une première qui est un outil 100% gratuit qu'on a lancé pour que la communauté puisse en bénéficier et avec l'objectif de démocratiser la mesure d'impact des sites internet. Donc ça s'appelle quanta.green. C'est un site qui permet en fait de faire un auto-audit en quelques minutes d'un site. Donc évidemment, ça remplace pas un audit humain qu'on peut faire et qui prendrait des jours avec des experts. Mais par contre, ça permet d'avoir un premier niveau de lecture qui est très intéressant. Et surtout, vu que c'est accessible gratuitement sans même avoir besoin de mettre un email, et bien en fait, il y a plus de 2000 entreprises qui ont déjà utilisé l'outil. Et donc tout ça, ça fait une base de données et ça commence à ressembler très très fort à ce qui s'est passé avec Yuka sur l'alimentaire. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi cette application qui permet de scanner les produits alimentaires pour voir quelle est la note. Et ben en fait, je pense que ça va rejoindre un peu ce que disaient Agnès et Camille, mais dans l'idée d'avoir le plus d'impact pour nous en tant qu'entreprise, c'est important ce mouvement-là parce qu'on se dit que plus l'information sera visible et plus ça va forcer tous les acteurs, y compris ceux qui sont notés F, à finalement bouger pour rendre leur site plus éco-responsable parce que justement ça va être visible aux yeux de tous, exactement comme ça s'est passé avec le Nutri-Score dans l'alimentaire. Donc ça, c'est un des développements qu'on mène. On réalise aussi des formations dans les entreprises, donc avec notamment l'atelier La fresque du climat et la fresque du numérique. Donc là, l'idée, c'est de faire un team building avec tout un tas de collègues et pour vraiment appréhender ces enjeux du numérique et du climat.
Et puis le dernier volet, c'est justement bon, là, l'audit avec des experts. Là, on va passer X jours et donc ça va permettre d'avoir une roadmap d'optimisation pour savoir pour une application web par où commencer, qu'est-ce que je dois faire en premier pour la rendre plus sobre d'un point de vue de son impact environnemental. Donc voilà pour Quanta. Et donc maintenant, on va faire un gros dézoom. Donc là, je vais vous parler un peu du problème. Donc ça, je préviens tout de suite, c'est la partie qui pique un petit peu du meet-up, mais j'ai décidé de m'y coller pour finalement qu'on se dise les choses. Alors comme le disait Noémie au départ, en mode no bullshit, c'est un des mots d'ordre de TechRox. Donc là, on va être en plein dedans. On va se dire les choses franchement. Alors pour commencer à dézoomer vraiment fortement le problème, donc avant même de parler de l'enjeu climatique et de la responsabilité du numérique, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on a plus qu'un problème de climat aujourd'hui, on a plein de limites planétaires. Il y en a 9 qui ont été établies par un consortium de scientifiques. Et en fait, sur ces 9 limites planétaires, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Elles veulent dire que sur l'ensemble de ces 9 critères-là, si on commence à dépasser le seuil de manière un peu trop durable, et bien en fait, c'est l'habitabilité de la Terre qui est remise en cause. Donc pour le climat, je pense que vous en avez tous conscience, on ne peut pas avoir un monde à plus 5 degrés, mais en fait, il y a d'autres critères comme la biodiversité et on va parler des pollutions aussi liées à l'extraction des métaux. Tout ça, ça a aussi un impact sur d'autres limites, notamment les ressources en eau. Et donc, voilà, on ne peut pas vivre si on ne peut pas boire de l'eau douce. Donc, c'est aussi un sujet. Donc, maintenant, tous ces critères-là, alors évidemment, on pourrait passer beaucoup de temps à tous les détailler, et c'est pas ce qu'on va faire maintenant. Donc, il y a une image, moi, que j'aime bien pour résumer tout ça. Et en fait, là aussi, donc du coup, il y a un groupement qui s'appelle le Global Footprint Network qui, en fait, a fait une image très simple, mais qui est très utile pour comprendre le problème. En fait, ces limites planétaires, si on les résume à l'idée que chacune, on a une part de la planète qui est la nôtre, de sorte qu'on soit en équilibre stable avec le reste de l'écosystème, et bien en fait, en 1970, chaque habitant de la Terre consommait à peu près l'équivalent d'une planète, donc on était à peu près en équilibre en termes de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres types de pollution. Alors ça, c'était en 1970. Le truc, c'est que nos économies ont continué de prospérer et on a produit de plus en plus, et donc tout ça, ça nous a amené donc l'an dernier à être à 1,75 planètes, donc en large dépassement. Donc c'est pour ça que vous entendez parler chaque année du fameux jour du dépassement. C'est le jour où, ça y est, en fait, on a dépassé les 1 planète, et tout le reste de l'année, on est à crédit. Bon, en fait, la planète, elle nous laisse pas à crédit très longtemps. C'est un peu comme le banquier, elle est en train de commencer à nous rattraper peu à peu avec les événements dont on va parler. Donc ça, 1,75 planètes, c'est déjà trop, mais ça, ce qu'il faut voir, c'est que c'est déjà à l'échelle mondiale. Mais nous, on n'est pas l'habitant de la Terre. En France, en fait, nous, on est plutôt à 2,8 planètes. Alors ça, c'est intéressant de le mettre en perspective parce que en fait, on a une grosse responsabilité entre nos mains, une responsabilité qui est historique, parce qu'on a commencé à émettre notamment des gaz à effet de serre avant beaucoup d'autres pays, mais même encore aujourd'hui, on fait partie, on va dire, de la portion de la population mondiale qui quand même représente le problème. Et donc ça, c'est déjà aussi un peu une leçon d'humilité par rapport aussi au rôle qu'on doit avoir dans nos métiers et dans nos vies aujourd'hui en France, quoi. Donc maintenant, on va zoomer sur le climat en particulier, qui est quand même une limite qui est évidemment importante. Et sur le climat, aujourd'hui, on en est là à plus 1,2 degré. Et donc, plus 1,2 degré, ça peut paraître pas grand-chose quand on est dehors et puis qu'on se dit, tiens, je vais juste enlever un pull et puis je vais passer plus de temps en terrasse pour prendre l'apéro. Ça, ce serait que le côté sympa. Alors, il existe, hein, c'est vrai. Parfois, en hiver, on profite un peu plus de fait d'être dehors. Mais la réalité, c'est que ce plus 1,2 degré, il n'est pas du tout stable. Il n'est pas stable à l'échelle du globe. Donc déjà, il y a des zones du globe qui vont beaucoup plus se réchauffer que d'autres. Donc notamment sur les continents, en fait, vous pouvez quasiment faire x2. Donc quand on dit on est à plus 1,2 degré
de moyenne de température à l'échelle du globe. En fait, sur les continents, on est déjà plutôt à plus 2,4. Et en fait, cette augmentation du nombre de degrés va surtout générer beaucoup plus de phénomènes extrêmes. Il y en a globalement 4 qui sont les principaux. On va avoir de plus en plus de méga-feux. Donc ça, c'est une photo de notre super méga-feu en Gironde, donc qui était en 2022. On va avoir aussi de plus en plus de sécheresse. Alors, ce qui est très impressionnant, je trouve, c'est quand on regarde des images venues de l'espace, où en fait, on se rend compte carrément que nos pays se transforment vus depuis la Station spatiale internationale ou depuis les satellites. Donc c'est vraiment très très impressionnant quand on le voit comme ça. Donc ça, c'est évidemment en France, mais on peut le constater aussi un peu partout sur le globe. Ça va être des inondations et avec des inondations records. Alors là, c'est important de l'avoir en tête. On pense réchauffement climatique, généralement on pense à une sécheresse avec un sol craquelé, mais en fait c'est les pluies qui se stockent pendant plus longtemps dans l'air, il va y avoir plus d'évaporation, et donc notamment dans le sud de la France, quand la Méditerranée s'évapore de plus en plus pendant tout l'été, et ben on va avoir ce qu'on appelle les gros épisodes cévenols, qui vont faire des pluies qui vont être records. Donc ça, c'est une photo pour info qui a été prise, enfin une photo satellite qui a été prise au Pakistan. Et au Pakistan, là, il y a 2 ans, il y a carrément un tiers du pays qui a été déplacé du fait de ces inondations. Donc on commence à avoir des enjeux sociaux, humains qui sont colossaux. Et puis le 4e et dernier, parce que je vous accorde que le tableau n'est pas forcément super réjouissant, c'est les cyclones. Donc là, c'est nos amis américains, notamment en Floride, qui se prennent généralement de plein fouet ces cyclones. La photo que vous voyez là, c'est suite à l'ouragan Ian qui avait dévasté la Floride. Et donc, à chaque fois qu'il y a un nouvel ouragan qui arrive, Joe Biden dit que c'est la plus grande catastrophe que la Floride ait connue. Et ce discours est censé probablement se répéter parce qu'on est en train de battre tous les records à ce niveau-là. Évidemment, ça pose des problèmes humains, ça pose même des problèmes d'assurance, parce que les compagnies d'assurance ne veulent même plus assurer les maisons maintenant dans certains États. Donc voilà. Alors, je termine ce bilan avec une note d'espoir. Et puis on va noter aussi des solutions. En fait, la note d'espoir, c'est qu'il y a encore plusieurs futurs possibles. Donc ça, c'est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a fait cette représentation, qui s'appelle les Climate Stripes. En gros, vous voyez que depuis la gauche vers la droite, vous avez l'historique des derniers siècles, et vous voyez en fait les températures moyennes sur le globe. On voit que jusqu'à aujourd'hui, ça c'est quand même pas mal devenu plus rouge. Et à partir de Today, on voit qu'il y a plusieurs futurs possibles. Ils les ont tous ces futurs, ils les ont modélisés. Alors, il y a plein de scénarios qu'on n'a juste pas du tout envie de vivre. Si jamais vous voulez faire la fresque du climat, vous en saurez plus à ce sujet-là. C'est des scénarios à plus 3 degrés, plus 5 degrés. Bon, là, c'est clairement l'enfer. Il y a un scénario qui fait pas forcément rêver, c'est le scénario plus 2, et puis celui qu'on veut, c'est le dernier, celui du bas. C'est le fameux scénario de l'accord de Paris pour viser les plus 1,5 degrés maximum. Et donc celui-ci, il implique une division par 2 de nos émissions d'ici 2030. Alors si on le voit sous forme d'une courbe, ça donne ça. Et là, du coup, je vous ai placé le numérique dedans. Donc on voit qu'on est en haut de la pente. Donc cette pente, moins 7% par an pour pas mal d'activités, et notamment pour le numérique, c'est des choses qui sont atteignables. On peut faire ce genre de gain dans chacun de nos secteurs. Par contre, il faut évidemment y travailler, et plus les années passent sans qu'on se mette à démarrer la réduction, et plus la pente va être raide. Alors, dernier commentaire sur le numérique ici. Quand on le voit en proportion du reste, il a l'air de ne pas représenter grand-chose. En fait, il représente 4% des gaz à effet de serre. Dans l'ensemble, il y a déjà une grosse répartition. Il faut voir qu'on ne peut déjà pas se dire « bon, on ne va pas réduire le numérique parce que tous les autres secteurs vont pouvoir se réduire d'autant ». Les autres secteurs, il y a les camions, il y a la flotte mondiale de bateaux, il y a les voitures, il y a les avions, etc. Donc, on est obligé de toute façon de nous aussi faire notre part dans le numérique. Mais surtout, le problème, c'est que le numérique, lui, il n'est pas du tout en tendance à la baisse, il est en tendance à la hausse.
Je lisais une étude là encore ce matin qui montrait que pour les data centers, la consommation d'électricité, elle est projetée par l'organisme de l'énergie comme étant parti pour faire x2 d'ici 5 ans. Donc on a des problématiques effectivement au niveau des data centers, mais aussi au niveau des terminaux. Donc tout ça fait augmenter la tendance à plus 8% par an. Donc là, il est urgent qu'on inverse cette courbe, parce que c'est à peu près la courbe inverse de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc voilà pour notre responsabilité dans l'ensemble. Et pour dégrossir le problème, et puis là, ça va faire écho évidemment à ce que disait Agnès, quand on regarde les impacts du numérique et qu'on les voit par poste, donc les centres de données, les réseaux informatiques et les équipements utilisateurs, on voit que les équipements utilisateurs, ils représentent le gros des impacts. Et en fait, une des raisons à ça, c'est que quand on regarde les centres de données, on va avoir derrière quelques millions de serveurs, mais en fait, les équipements utilisateurs, c'est des milliards d'équipements. Donc en fait, on change complètement d'échelle, donc c'est plus le même ordre de grandeur. Et tous ces équipements vont nécessiter énormément de métaux pour être fabriqués. Donc d'ailleurs, voilà, en fonction du constructeur, ça va exactement être les mêmes choses, mais alors ça fait sourire généralement les gens qui sont dans la physique, parce qu'ils se disent: «Mais c'est pas possible, les constructeurs de téléphones, ils ont mis tout le tableau des éléments qui sont dans la nature». C'est presque ça. Alors, je suis pas hyper expert du sujet, peut-être Agnès pourra faire un commentaire là-dessus, mais je crois qu'il y a presque la moitié des éléments pour certains téléphones qui peuvent être présents ici, et dont certains d'entre eux sont vraiment dans des proportions, alors à la fois ils sont très miniaturisés dans les téléphones, mais ils sont présents dans la nature, on va dire dans des quantités qui sont vraiment très, très faibles. Alors, d'ailleurs, je te passe la parole Agnès, si tu veux, tu as un commentaire là-dessus sur, pour certains éléments, en quelle proportion on les trouve, enfin c'est généralement impressionnant ces ordres de grandeur. Oui, bah, tout à fait. L'or, c'est 0,0005%. Le cuivre, c'est un peu mieux, 0,02. Mais même quand, statistiquement parlant, ces minerais-là sont pas si rares que ça, de toute façon, c'est compliqué de les extraire. Parce que la roche en elle-même, on trouve pas du cuir, utilisable directement, dans la nature. Faut prendre une roche, l'extraire, la raffiner et cetera et ensuite obtenir le cuivre et comme le dit très bien Orcéphane, une ingénieure géologue minier, voilà, c'est des pourcentages qui sont tout à fait, infimes et c'est ça, en fait, qui, au niveau environnemental, est compliqué. Parce que pour pouvoir travailler la roche et extraire la matière en question, ça demande beaucoup de processus, qui sont, polluants. Parce que tu Qui sont utilises, très de énergivores. l'arsenic, tu utilises du mercure, des choses comme ça. Et Voilà. notamment, on le voit dans la photo, alors effectivement, c'est parti pour la commenter, c'est en fait, on voit donc du coup une mine, et en fait, vous voyez en tout petit là, à côté de là où il y a de l'eau au fond, mais sur la droite, on voit une machine, hein, qui est vraiment un énorme tractopelle pour aller extraire la roche. On voit qu'en fait, on a fait un trou de la taille d'une montagne, quoi. On a fait une montagne à l'envers, et en fait, pourquoi on creuse autant? C'est parce que, bah, il faut, en fait, extraire 1 tonne de roche pour aller chercher quelques grammes. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Vraiment Ouais et c'est sachant que c'est même pas de l'eau, hein, je pense que c'est plutôt de mmh, l'acide que tu as. Le truc ouais, vert, c'est plutôt de l'acide, mmh, donc c'est même pas de l'eau. Donc en plus de ça, tous ces trucs-là s'imbibent dans les nappes phréatiques. Donc on non seulement c'est pas voilà, l'extraction minière, est pas performante dans le sens où, il y a peu de concentration de métaux dans les roches en général, donc il faut beaucoup d'espace et beaucoup de polluants, mais en plus, ces polluants, ils restent parce qu'ils s'infiltrent dans les nappes phréatiques et mmh. Aurore Stéphane, si elle est venue au Tech Rock Summit, c'est super. C'est vraiment quelqu'un de bien, je vous conseille de lire ses travaux parce qu'elle a vraiment très bien documenté en français, en fait, les problématiques liées à l'extractivisme, donc c'est une invitation à regarder ses travaux. Elle utilise toujours les références, d'un gars qui s'appelle Dylan March, qui est un Africain du Sud et qui, je le mettrai dans le chat et qui, en fait, fait des visuels où, il a le même genre de photo que toi, Guillaume, Mmh tu mh. vois? Mais il représente, ce que pourrait signifier, ce que pourrait être la quantité de métal finale obtenue dans cet espace-là, en fait. Tu vois le tractopelle? Bah, à côté, tu Mais sous forme rajouterais une d'une boule, c'est cuivre ça. et tu te rendrais Mmh. compte que, ah ouais, au final, il faut tout ça pour cette quantité de Tout cuivre, ça pour ça. utilisable en format final pour être intégré dans des composants. Je vous mettrai les travaux de Dylan March parce qu'ils sont assez exceptionnels.
Moi, Euh, j'ajouterais Vas-y Camille, juste je t'en pour prie. compléter un peu ce qu'on se dit, mais c'est Mhm. d'autant plus important aujourd'hui de se pencher sur la question du coup des déchets électroniques et de vraiment commencer à essayer de développer des filières de recyclage, parce que on dit souvent qu'il y a plus d'or dans une tonne de déchets électroniques que dans une tonne de minerais. Et aujourd'hui, on est en manque de filières pour arriver vraiment à valoriser ça. On a du mal à collecter aussi ces déchets-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a un gros enjeu sur le développement du recyclage de déchets électroniques aussi. Alors pour illustrer ce que tu es en train de dire, Camille, effectivement, c'est mon dernier visuel sur le sujet, hein. C'est donc du coup en aval derrière de ce qu'on peut de l'usage du numérique. C'est effectivement non seulement il y a un enjeu d'aller pouvoir récupérer des métaux sur des anciens équipements numériques, mais c'est surtout effectivement, comme tu le disais, qu'aujourd'hui tu as en fait l'immense majorité des déchets électroniques en fait est exportée et parce qu'on ne sait pas le gérer ou on ne veut pas le gérer et ça finit dans des mines à ciel ouvert, enfin des décharges à ciel ouvert comme celle que vous voyez ici. Donc ça, cette photo, elle a été prise au Ghana. Donc là, c'est une situation qui est vraiment insupportable d'un point de vue humain, hein, où ils vont aller récupérer des bouts de choses dedans. Et évidemment, ce qu'ils récupèrent, c'est ce qu'il y a de plus simple à récupérer à la main. Et donc, c'est même pas les métaux rares en question. Donc, ils le font sans aucune protection. Et en plus de ça, ça ne sert même pas, in fine, à aller récupérer des métaux qui seraient précieux pour aller fabriquer des nouveaux téléphones ou ce genre de choses. Ouais. Donc, Il faut savoir aussi que ça a il y a des infiltrations, donc ça contamine les nappes phréatiques. Il y a des émissions aussi de gaz toxiques qui sont liées à la décomposition des matériaux. Donc, en plus de tout ce que ça crée en termes de pollution visible, il y a aussi un impact sur la santé humaine qui est absolument dramatique. Et ben, je vais passer à la phase questions. Du coup, ça fait une très bonne transition pour toi, Agnès. Donc, par rapport justement à l'activité de Fairphone, est-ce que tu peux nous dire quelle était votre approche et comment vous assurez qu'une chaîne d'approvisionnement en amont est éthique, transparente? Voilà, c'est quoi les défis auxquels vous faites face pour la partie justement approvisionnement des métaux sur la fabrication? Sachant qu'en fait, c'est extrêmement long d'avoir cette transparence, en fait. Aujourd'hui, la plupart des fabricants qui sont, on va dire, assez corrects, ils s'arrêtent à N+3. C'est-à-dire que tu vois, tu as l'assembly line, donc la boîte auquel tu es Apple, admettons. Je suis Apple, je sous-traite à un assembleur qui, par exemple, va être Foxconn. Donc, tu parles à cet assembleur. Le dialogue, il existe. Tu sais ce qui se passe, éventuellement les composants qu'ils ont et tout ça. Et après, tu peux aller à N+3. C'est-à-dire que tu peux avoir facilement, tu sais quelle boîte a fabriqué la caméra, quelle boîte a fabriqué tel sensor de la caméra, etc. Mais tu t'arrêtes à N+3. Donc, extrêmement dur de savoir ce qui se passe après, en fait. Et encore plus dur de savoir qui a été le raffineur de l'indium contenu dans l'écran que tu es en train d'intégrer dans ton téléphone. Donc, vraiment pour démêler la pelote de laine, quelque part, c'est ultra compliqué. Nous, on travaille actuellement sur une quinzaine de métaux. Il faut savoir que dans un téléphone, il y en a une cinquantaine, une soixantaine. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume. Mhm. Donc, quelque part, on pourrait se dire, bah, purée, qu'est-ce que vous foutez Vous en êtes qu'à 15 sur 50. Et bah ouais, mais en fait, c'est tellement long, en fait, que faut partir de quelque part. Au début, on était que sur l'étain et le tungstène, sur le Fairphone 1, et au fur et à mesure, on a incorporé des métaux. Et comment on fait? Bah, on fait ce qu'on appelle du downstream et de l'upstream. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ce truc-là de pousser l'assembleur à ce qu'il nous disclose ses fabricants, sachant que c'est quand même ultra compliqué, hein, pour faire quoi? Déjà, pour qu'il nous ouvre ses portes dans l'usine, c'est compliqué. Pour vérifier les conditions de travail des employés et définir les bonnes conditions de travail pour ces gens-là, c'est vachement dur. Mais en plus, qui disclose la supply chain, c'est encore plus dur. Tu as pensé à faire appel à Élise Lucet, non? Je crois qu'elle est douée pour rentrer dans les usines sans Ouais, ouais, prévenir. c'est sûr. Mais après, voilà, c'est un travail, il faut y être tous les jours. Nous, on a des employés en Chine pour ça, hein, qui restent à demeure dans les usines, qui dorment dans les campus et tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le downstream. Et l'upstream, c'est que tu te mets dans les mines et tu essayes d'insuffler, on va dire, un travail, d'autonomiser, en fait, les gens pour qu'ils soient plus indépendants, en fait, typiquement des mafias. Si je prends l'exemple du cobalt, on bosse beaucoup avec les familles de mineurs pour faire en sorte qu'elles s'autonomisent et qu'elles dépendent plus des mafias. Ça veut dire que tu bosses, tu acceptes de bosser avec les enfants.
hein. Donc si jamais tu es un journaliste, on va dire, super high level et que tu t'intéresses pas vraiment aux détails du truc, tu pourrais dire ce qui nous est déjà arrivé, hein: «Bah, bravo Fairphone, vous bossez avec les gamins». Non, on bosse pas avec les gamins, c'est qu'on accepte le statu quo, en fait. On refuse de dire, «On sait pas trop ce qui se passe, mais c'est déjà super, on travaille avec nos N+3 suppliers», quoi, tu vois? On va sur place aussi, donc c'est ce qu'on appelle l'upstream, on démarre par le bas, quoi, et on essaye d'insuffler un changement sur place ce qui signifie qu'on accepte à un moment donné de travailler avec les familles. Donc on accepte que potentiellement dans ces familles, il y a des gamins. Ça, c'est un sujet compliqué, hein. Mmh. Parce qu'une Clairement. fois que tu as fait de l'empowerment de ces gens-là, que les gens touchent un salaire décent et cetera, c'est là qu'ils vont s'éloigner des mafias et c'est là donc ils sont mieux payés et du coup, c'est là que les gamins vont à l'école. Tu vois? Enfin, c'est assez compliqué. On fait ce qu'on appelle de l'UCT, Unconditional Cash Transfer. Bon, pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est fair trade, c'est assez connu, mais c'est pas connu dans l'électronique. L'UCT, c'est Unconditional Cash Transfer, ça veut dire que tu squeezes tous les intermédiaires. En tant que fabricant, tu payes directement le mineur. Donc ça veut dire qu'on nous, typiquement, on fait des tests de projet où on transfère du cash directement sur le portable, le téléphone portable des mineurs, pour être sûr qu'ils soient correctement payés, pour squeezer toute la supply chain de trading et tout ça, quoi. Pour être sûr que les personnes du bas soient convenablement payées. Et là, tu arrives à une stabilité. Et là, les mines se créent, les mines éthiques, équitables, whatsoever, enfin, tu les appelles comme tu veux. Et c'est là que tu arrives à avoir une entité, un body, correct et que tu vas pouvoir, avoir un corps existant, quoi. Une mine éthique, Fairtrade Gold, ce que tu veux, et c'est là que ça va pouvoir s'intégrer officiellement dans une supply chain. Et tu vois, le travail, il est là et parfois, sur le cobalt, ça nous a pris 6 ans. Juste pour arriver à créer le lien, avoir des gens sur place, on n'était pas les seuls, il y avait beaucoup de NGO avec nous sur la création des mines, éthiques. Mais c'est ultra compliqué et après, il faut s'assurer qu'il y a une demande. Donc évidemment, nous, c'est pas avec les quelques kilos de cobalt, on vend 100 000 téléphones par an. Samsung, Apple en vend plusieurs millions, en fait, par an, hein. Donc c'est pas tout à fait les mêmes volumes et en plus, on n'est qu'une boîte de smartphones, donc on n'a pas beaucoup besoin de cobalt en termes de poids dans un téléphone. Donc ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'inviter d'autres clients pour ces mines-là. Donc Tesla, Volvo, Pixel nous ont rejoints pour pouvoir dans tout ce qui est automotive, ça demande plutôt des tonnes que des kilos. Et comme ça a stabilisé, on va dire, cette mine-là. Mais tu vois, ça, c'est un exemple sur le cobalt. Comment tu arrives à insuffler un changement? Mais ça veut dire qu'il faut aller sur place, enfin, accepter le statu quo pourri, quoi, le fait qu'il y ait des gamins, par exemple, dans les mines, bosser avec les gens et ensuite que les gens sortent, de leur situation ultra précaire. Et tout est lié. Le travail des gamins, les conflits armés, les mauvaises conditions de travail, c'est tout lié. C'est-à-dire que les gens arrivent pas à s'autonomiser. Une fois que la thune est là, que les gens, sont convenablement payés, il y a plus de gamins dans les mines et ils arrivent à squeezer les mafias. Parce que bien souvent, le principe des mafias armées, c'est que bien souvent les mineurs, des familles de mineurs se retrouvent à y retourner d'eux-mêmes parce qu'ils ont plus de thunes, quoi. Tu vois, c'est pas l'image, alors Mmh. évidemment qu'il y a toujours, hein, moi je suis pas une spécialiste de l'Afrique, mais, Mmh. c'est pas l'image tout le temps d'un conflit, sanglant, quoiqu'au Congo, c'est quand même ultra problématique ce qui se passe sur d'autres aspects. Mais bon bref, c'est pas tout le temps l'image d'un conflit sanglant armé où les gens ont le couteau à la gorge et sont toujours obligés de bosser, presque en esclaves. C'est aussi le fait que parfois les gens y retournent d'eux-mêmes parce qu'il y a plus, d'autres solutions pour eux, en fait. Voilà. OK. Voilà. Non, non, mais je te remercie pour ces éclairages. Bah, peut-être pour, aussi, se demander une fois que justement on est plus dans la distribution, donc là je me tourne plus vers Camille, mais, en gros, enfin, comment est-ce que Back Market, joue un rôle pour aussi, donner des bonnes notes, des mauvaises notes, favoriser en tout cas justement les fournisseurs qui sont les plus éthiques. Voilà, en gros, c'est quelle est l'équation chez vous pour mettre votre pierre aussi sur ce sujet? Alors c'est un vaste sujet. Nous, le principe de base de Back Market, c'est de démocratiser cet accès à une tech moins impactante. Donc c'est Back Market, on a été créé en 2014, donc c'est plus d'1 million de tonnes de CO2 évitées, depuis la création. Sur la sélection, des fournisseurs, on a, un système qui est très, très, encadré, en fait, pour être sûr qu'on a la qualité, des bonnes pratiques et cetera. Donc avec, un système de présélection, puis une fois qu'on est arrivé sur la plateforme, on va, monitorer, en fait, les «performances» entre guillemets, donc les taux de panne et cetera des fournisseurs. Aujourd'hui et après, une fois que
période est passée, nous, on va laisser, on va permettre aux fournisseurs de vendre correctement tout en monitorant. Après, en ce qui concerne les pratiques en tant que telles, c'est beaucoup plus difficile pour nous d'avoir un œil là-dessus. Donc aujourd'hui, on est en train d'étudier des systèmes qui vont nous permettre d'auditer les vendeurs sur la plateforme sur des questions voilà, de performance environnementale, etc. Parce qu'on a des vendeurs qui viennent un peu partout dans le monde. Après, il faut savoir que les vendeurs sur la plateforme de Back Market, ce sont nos clients, puisque nous sommes en fait un intermédiaire entre eux et les clients finaux. Donc, ce n'est pas forcément évident de dire à un client écoute, tu vas faire un audit et comme ça, tu auras le droit de vendre sur la plateforme. Donc, on est en train de trouver la bonne façon. Donc, on a déjà testé plusieurs choses qui ne nous ont pas vraiment satisfaits. Donc, aujourd'hui, on est en train de discuter avec pas mal d'organisations pour voir comment on arrive justement à mettre en place un système qui permet vraiment d'aller dans une encore plus grande transparence sur ces pratiques-là. Parce que vos clients sont de toute façon, on va dire vos clients, je parle pour le coup, le client final. Enfin non, je parle pas des vendeurs justement, mais des consommateurs. Voilà, les consommateurs sont des gens quand même qui, a priori, sont quand même engagés. Ils sont pas arrivés chez Back Market complètement par hasard, même si effectivement ça après permet aussi d'avoir un prix moins cher pour le téléphone. Détrompe-toi. Alors ouais, j'aimerais bien parce que moi évidemment mon boulot c'est de faire en sorte qu'on soit différenciant grâce à l'impact et que vraiment ce qui amène le client d'abord chez Back Market, c'est justement une volonté d'améliorer son impact. Aujourd'hui, si on est très honnête, 75% des gens viennent pour des questions de prix. De prix, hein. C'est pas forcément, enfin c'est pas mal ou bien, c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui la tech a atteint des prix complètement prohibitifs et que nous on a vu notamment au moment du Covid où les gens sont mis à acheter massivement sur Back Market parce que tout d'un coup, ils se retrouvaient chez eux à devoir travailler, pas équipés, pas les moyens d'acheter du neuf. Et donc, c'est vrai que nous, c'était pas notre but initial, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés à avoir un rôle de rendre la tech un peu plus accessible au grand public. Et donc, on estime qu'on a environ 25% de nos clients qui viennent parce qu'ils cherchent à changer justement leurs habitudes de consommation et cherchent à avoir un meilleur impact. Ce qui est intéressant, ça a été de voir un peu l'évolution de cette tendance-là aux États-Unis, qui était de 5% il y a 3 ans, qui est de 25% aujourd'hui. Alors que bon, les États sont souvent taxés, entre guillemets, de ne pas être assez mûrs sur ces sujets de consommation durable. Après, nous, j'ai envie de te dire que c'est qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, dans le sens où, à la fin de la journée, ce qui est important, c'est que ces gens, même si c'est pour des questions de prix, ont choisi une tech qui est circulaire. Donc, ont permis de réduire l'impact en fait de leur achat. Choisir un téléphone reconditionné par rapport à un téléphone neuf, c'est 77 kg de CO2 évité, donc c'est environ 400 km en voiture évité. En termes de consommation d'eau, c'est l'équivalent à la consommation de environ un an. Non, c'est la consommation d'une personne, les fameux 2 litres par jour pendant 94 ans. Donc, c'est des vrais impacts concrets, etc. Donc, nous, l'idée, en fait, c'est que qu'importe la raison pour laquelle les clients viennent sur la plateforme, on veut leur donner les informations sur l'impact de la tech et leur expliquer en fait pourquoi ça a vraiment une importance, la façon dont est consommée la tech aujourd'hui. Et parce qu'il y a finalement assez peu d'organisations qui vont parler de ce sujet-là au grand public aujourd'hui. C'est clair. Et là, en tout cas, c'est vraiment dans l'idée de effectivement valoriser chaque appareil qui peut traîner dans les placards, etc. Donc ça, c'est quand même un enjeu qui est majeur pour allonger la durée de vie. Agnès en parlait aussi tout à l'heure. Moi, je me tue à le dire quand j'anime la fresque du numérique, mais c'est en fait, il y a une stat qui est aussi liée à l'obsolescence psychologique, qui est assez frappante, où en fait il y a plus de 80% des Français qui changent de téléphone alors qu'il fonctionne encore. Donc on va parler de l'obsolescence technique, mais il y a aussi une obsolescence psychologique qui est là et qui fait que, tiens, on voit un nouveau modèle, on nous dit que ça va être plus puissant, qu'il y aura, au lieu de 4 appareils photo, il y en aura 5 derrière, puis il y aura la 5G, la 6G, et puis on se dit, allez, j'y vais. Et en fait, ça, c'est quand même une grosse partie aussi du problème. Et voilà, il y a aussi la publicité, etc. Mais je ne sais pas si l'une ou l'autre vous avez un commentaire là-dessus, mais sur ce phénomène d'obsolescence psychologique aussi, de comment ça peut peser dans l'équation. On est poussé à la surconsommation et à changer avec
l'impression qu'en fait, finalement, notre téléphone qui est pas si vieux et qui fait tout ce qu'on lui demande de faire, n'est plus finalement au bout du jour. Après, c'est pour ça que nous aussi, on a une présence marketing assez importante. C'est qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on aille se battre aussi sur les mêmes terrains que ces grandes boîtes de la tech qui font des campagnes, etc. Donc, à chaque fois, on essaie un peu de troller au moment du keynote d'Apple, de sortir des trucs et tout pour les essayer un petit peu justement de rendre un petit peu cette espèce d'élan qui nous pousse, d'élan qui est complètement orchestré par ces marques-là, de nous pousser à acheter en essayant de montrer de prendre un peu de recul en disant voilà, est-ce que finalement on a vraiment besoin de ça. Et c'est vrai que moi, on m'a souvent dit oui, mais alors du coup, vous êtes contre l'innovation. Et alors que c'est ce que mentionnait aussi Agnès tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'innovation, c'est pas forcément avoir un 6e appareil photo sur son téléphone. Ça peut être, c'est de l'éco-conception, c'est comment on arrive à réparer mieux, c'est etc. Donc, je pense qu'il y a un truc aussi un peu à changer. Il faut qu'on arrive, nous, en tant que consommateurs, parce que je m'inclus évidemment dedans, hein, qu'on prenne de la distance par rapport à nos besoins. Et nous, on a beaucoup travaillé avec l'ADEME sur ces sujets. Et le premier geste, c'est se poser la question de est-ce que j'en ai besoin? Pourquoi j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Et en fait, c'est aussi en tant que consommateur, on a un rôle à jouer et on a du pouvoir. Enfin, il ne faut pas non plus se sentir complètement impuissant par rapport à ce genre de problématique. Enfin, on est consommateur citoyen aussi. Et c'est pour ça que nous, c'était important aussi de pouvoir mesurer ces impacts évités par nos clients et quelque part, de leur donner ces infos-là pour leur dire, voilà, en fait, peut-être qu'à la base, vous n'êtes pas forcément venu parce que vous cherchiez à avoir un meilleur impact, mais à la fin, c'est ce que vous avez eu. Comme quand on prend le TGV maintenant, ils nous disent quand même qu'on a choisi le mode de transport le plus écologique, donc même si ce n'est pas forcément le choix de départ. Donc c'est clair, moi je suis totalement évidemment en phase. Peut-être justement pour parler de possibilité d'allonger la durée de vie au maximum des appareils. Bon, là pour le coup on sait que un des éléments qui se mixe un peu avec l'obsolescence psychologique, c'est quand le téléphone commence un peu à ramer, voire commence à avoir des incompatibilités avec des apps. Donc moi d'ailleurs je peux en témoigner, j'ai acheté sur Back Market il y a déjà quelques années un téléphone qui est de 2016 et donc je l'utilise encore et en fait je vois bien que certains éditeurs d'app jouent le jeu, d'autres pas, et il y en a certaines pour le coup où ça ne marche plus. Donc il y a certaines fois, c'est pas souvent, mais il y a des fois, il y a des fonctionnalités où je me dis celle-là je ne l'aurai pas. Et donc il y a la petite frustration qui arrive, et donc c'est là où on peut être un peu plus tenté d'acheter le neuf. 2016, c'est déjà un beau score. Ce qui est ressorti de l'étude ADEME, c'est qu'un téléphone neuf commence à être amorti en termes d'impact au bout de 6-7 ans d'utilisation. Donc toi, en plus, étant un téléphone reconditionné, tu pètes les scores. Mais c'est vrai qu'il y a cette question d'obsolescence qui est très, très importante. C'est ça, c'est qu'en fait, je pense aussi qu'il y a, voilà, comme tu le disais, on a chacun un impact individuel, mais ça va aussi jouer un peu sur l'entourage. Et on l'a vu avec, avec les habillements. Mais en gros, on est passé quand même en quelques années de acheter de la seconde main, c'était un peu bizarre il y a quelques années. Maintenant, ça devient cool. Et moi, ma vision pour le numérique, en tout cas, c'est bien que ça va suivre le même trend, c'est ce que j'espère en tout cas, et j'y participe en montrant aussi, on va dire, à mon entourage que c'est possible d'avoir un vieux téléphone et que je peux encore bosser avec ça et qu'il n'y a pas de problème, quoi. Et moi, ma vision, c'est que justement, tu auras de plus en plus de clients qui vont être là parce que en fait, ce sera cool d'avoir quelque chose qui n'est pas neuf, justement, et ils vont le revendiquer. Voilà. Et bon, il y a un petit peu de chemin, mais... Ouais, mais je pense que ça vient aussi parce que surtout, ça sera ridicule d'avoir acheté un appareil neuf à 1 500 € alors que il n'y avait pas vraiment de nécessité là-dessus. Tout à fait. Bon, moi je le pense maintenant, mais déjà, effectivement, je pense qu'il y a un mouvement qui est en marche. Je crois que ça évolue dans ce sens-là. Après, juste une chose là sur, ça change, ça c'est bien. Après, heureusement aussi que la législation change. On peut peut-être parler rapidement de lobbying. Tout à fait. En fait, il y a quand même, parce que le problème de la seconde main, pendant longtemps, ça a été le manque des pièces détachées et pour les réparateurs, pour ceux qui refont les téléphones, qui les remettent sur le marché, et le manque de software support, de support logiciel. Donc typiquement,
C'est encore possible d'acheter des téléphones. Tu as dit que tu as acheté un téléphone de 2016, j'imagine que c'est une des 2 marques que j'ai en tête. Il y a peu de chances que ce soit, un téléphone, chinois un peu cheap et cetera, parce que souvent ces téléphones-là ont 1 ou 2 ans de support, voire 3 maximum au total. Donc ça veut dire que tu t'achètes ton téléphone de seconde main, tu es content, tu l'as payé moins cher et cetera, sauf que le téléphone sera supporté 1 an après ton achat et ce qu'on a fait, avec des gens d'ailleurs de Back Market et puis d'autres gens, Halte à l'obsolescence programmée, Common et cetera. On a vraiment fait du lobbying auprès de la Commission européenne, mais aussi au niveau du gouvernement français pour arriver à inscrire dans la loi le fait que l'obligation de support logiciel long, sera, obligatoire pour les fabricants de téléphones et de laptops et d'autres appareils que les téléphones, by the way. Et c'est passé, hein, le 16 juin dernier, 2023, il y a, l'Ecodesign Directive au niveau européen qui est passée et qui va être avec une grâce période de 21 mois, donc elle va être en œuvre en mars 2025. Tous les téléphones vendus en mars 2025, à partir de mars 2025, devront fournir 5 ans de support logiciel après la fin des sales. Donc c'est pas à la mise sur le marché, hein, c'est après la fin de mise sur le marché. Donc votre téléphone, ton téléphone, tes Samsung, tu le vends, 1 an et demi, 2 ans, il faut que tu aies 7 ans de support logiciel. Donc ça, c'est plutôt cool, ça va dans le sens d'un allongement de la durée de vie du téléphone. Donc tu l'achètes de seconde main ton téléphone après, bah, tu es content parce que tu as des chances d'avoir un support logiciel long. Pas de support logiciel, hein, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu lances ton app bancaire pour t'authentifier et cetera et faire ton virement, tu ne peux plus parce que tu as plus de security update, hein. Donc concrètement parlant, ça permet ça fait en sorte que des apps ne peuvent pas se lancer. Donc typiquement, bah, il y a des gens qui arrêteront d'utiliser leur téléphone parce que, ça les fait chier de ne pas pouvoir utiliser leur téléphone pour faire des virements bancaires, quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a un deuxième truc qui arrive en 2025, c'est l'index de réparabilité européen qui, à mon avis, n'est pas encore assez complet, mais bon, ça, c'est perso, qui va un peu remplacer l'index de réparabilité français. Et là, c'est pas un truc enfin, ça va pas rendre interdit les téléphones. Ça va pas interdire le téléphone d'être sur le marché, mais par contre, ça va donner une note, un peu comme l'indice de réparabilité français, et ça va s'appuyer sur aussi le support logiciel et la dispo des pieds détachés. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est l'Europe. Ça veut dire qu'en dehors de l'Europe, c'est un peu le Far West et ça peut être bien pourri. Mais au moins en Europe, on peut dire qu'on a des choses qui sont plutôt prometteuses. Oui, puis il faut ajouter aussi que sur la question du lobbying, et c'est ça ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, Agnès, c'est qu'on a une image souvent du lobbying qui est quelque chose de très négatif, mais ça peut servir aussi des causes pour la planète. Et puis il y a tout un. On a besoin du support des gouvernements et des organisations, notamment au niveau européen, parce que c'est là que c'est plus actif, mais pour encourager aussi ces consommations plus durables. Aujourd'hui, le consommateur, il n'a aucune différence en termes de TVA, par exemple, entre un produit qui est circulaire ou qui est durable et un produit qui est normal. Donc, en fait, nous aussi, on se bat, par exemple, sur des fameux sujets, la TVA verte, des choses comme ça, pour encourager les consommateurs et puis pour récompenser un peu ces comportements de consommation qui sont plus responsables et puis fléchés aussi, puisque aujourd'hui, c'est très difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de produits durables qui vont être plus chers que le neuf. C'est ça aussi, hein, Là, par exemple, nous, on voit que des gros constructeurs, notamment Apple, a réduit ses prix l'année dernière. Donc, en fait, ça devient plus attractif aussi pour le client final. Donc, il faut aussi que les autorités publiques prennent position aussi sur ces sujets-là, ne cèdent pas à la pression des constructeurs sur ces sujets-là. Donc là, Camille, toi, tu estimerais plutôt que tu as des intérêts aujourd'hui qui freinent plutôt le développement de l'économie circulaire, ou est-ce que justement, au contraire, vous êtes de plus en plus aidé par le cadre réglementaire? En gros, dans quel sens va le vent? On sait dans quelle direction ça doit aller pour les raisons sociales, environnementales qu'on vient de décrire, mais la réalité, c'est vous naviguez comment là-dedans? Est-ce qu'il y a des vents contraires et est-ce que vous faites face à des oppositions? Vous parliez toutes les deux de lobbying. Est-ce que vous avez des lobbying en face? Ah bah, qui, grave, je veux dire, moi j'ai écrit une tribune dans Le Monde il y a pas longtemps, ça a été encore à souligner hier par Nicolas Six dans Le Monde. Il y a un lobbying des giants qui est énorme. Pourquoi l'index de durabilité français sur les smartphones a été cassé? Je ne veux pas rentrer tout dans les détails, mais il faut savoir que l'indice de réparabilité français allait être remplacé par la loi AGEC, par l'indice de durabilité, pardon, en 2024.
et c'est tombé à l'eau sur les smartphones à cause moi je suis claire là-dessus, je suis pas la seule, à cause du lobbying des giants au niveau européen, parce que la Commission européenne a attaqué la France en disant: «Si vous le faites, on s'y opposera, vous aurez des amendes» et cetera, donc c'est tombé à l'eau. Et l'index de réparabilité européen est beaucoup moins exigeant que ce qu'on était arrivé à négocier avec les giants, quoi. On avait réussi à négocier des choses, du type, tu as des points quand tu permets à un OS libre de tourner sur le téléphone. On sait que les OS libres, c'est pas que bien pour la privacy, c'est bien aussi pour l'allongement de la durée de vie des téléphones. Bah, ça typiquement, c'est plus du tout dans l'index européen. Donc le lobbying des big tech est énorme, ultra actif et par rapport à ce qu'on est nous, les plus petits acteurs, bah, ils sont beaucoup plus nombreux, quoi. Et toi, Ouais, c'est vrai que Camille, ouais, comment tu le vois chez Back Market? bah, on a eu un exemple assez récent. Alors nous, on n'est pas actifs en termes de lobbying aujourd'hui aux États-Unis, mais on suit ça de près puisqu'il y a beaucoup de choses qui se déploient là-bas. On a, au sein de notre comité de mission chez Back Market, on a la présidente de l'association Right to Repair aux États-Unis, qui est aussi une association qui existe en Europe, donc qui se bat justement pour faire évoluer la législation et permettre une grande réparabilité des produits. Il y a quelques mois, il y a un nouvel acte qui est sorti en Californie pour faciliter la réparabilité, qui a été soutenu par Apple. Et donc, on peut se dire, ah bah, c'est vraiment une bonne nouvelle, Apple. Et en fait, ce que nous expliquaient nos interlocuteurs là-bas, c'est que en fait, ils soutiennent ce genre de choses pour être là de l'intérieur et pour justement arriver à affaiblir un petit peu ce genre de législation. Donc, c'est vrai que je pense que les choses sont quand même améliorées depuis quelques années. Donc, tu mentionnais cette loi sur l'économie circulaire et sur la disponibilité des pièces détachées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le secteur de la réparation, le secteur du reconditionnement est un secteur qui est extrêmement hétérogène, avec des toutes petites boîtes, des petits ateliers qui font 10 personnes et des gens qui ont des usines de 2000 personnes. Donc, c'est aussi arriver à fédérer aussi ces acteurs de l'économie circulaire. C'est pour avoir un poids suffisant. C'est un travail de longue haleine. Et il n'y a pas la force de frappe, ne serait-ce que financière, des fameuses big tech, comme on les appelle, qui vont avoir un poids extrêmement fort. Mais je pense qu'il faut être quand même optimiste. Il se passe des choses. Il s'est passé beaucoup plus de choses ces 5-6 dernières années que ces 20 dernières. Donc, et puis voilà, il faut faire confiance aussi, je pense, aux consommateurs qui commencent à avoir une prise de conscience là-dessus et il faut les informer. Je pense que c'est très, très important de les informer aussi. Bah, je vais rebondir là-dessus, Camille. Et en fait, on a une question dans le chat que je vais prendre. Et après, il va falloir qu'on arrive à la conclusion. On va se retrouver après sur les tables virtuelles, mais le timing était un peu serré. On a abordé un sujet qui nécessiterait encore 2 heures de plus. Donc, c'est ça la difficulté. La question est la suivante. Donc, merci Dimitri. Et c'est plus sur quelle est la situation aujourd'hui. Donc, j'imagine c'est par rapport justement à ce côté économie circulaire entre les entreprises et le grand public. En gros, est-ce que le grand public est plus prêt, peut-être à la seconde main pour les équipements numériques, que les entreprises? Peut-être, voilà, toi Camille, qui doit avoir comme consommateur des deux, finalement. Enfin, moi, Ouais. nous, en tant qu'entreprise, on est déjà passé par Back Market pour du reconditionné. Donc, voilà, il doit y avoir de tout type de consommateurs. Est-ce qu'il y a une tendance Alors, nous, on est. Donc, déjà, il faut savoir qu'en France, il y a une loi qui oblige les administrations publiques à s'équiper à 20% de produits circulaires. Donc, pas forcément que sur les produits IT, mais globalement. Les 20% ne sont pas encore atteints, mais bon, nous, on espère aussi que c'est quelque chose qui va permettre aussi un petit peu de changer les habitudes. Back Market a commencé une activité B2B il y a 2 ans, qui marche assez bien. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plutôt des petites entreprises qui ont une raison d'être assez tournée vers l'impact. J'imagine aussi que c'était le cas pour toi. Donc, c'est vrai que là, il y a vraiment un truc dans l'ADN qui dit, OK, en fait, dès le début, dès le démarrage, on va essayer d'avoir quelque chose qui est durable et qui a un impact moindre. Ça reste quand même très minoritaire, alors qu'en plus, c'est pourtant une solution qui est aussi beaucoup plus économique, hein, puisque c'est beaucoup moins cher d'acheter reconditionné aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de freins. Il y a, en fait, avec cette idée que en fait, ça va moins bien marcher, etc. Donc, et que tu n'as pas forcément les mêmes garanties, alors que justement, l'idée, c'est justement de matcher ces garanties-là. Moi, je dirais que le grand public est peut-être un petit peu plus avancé sur ces sujets-là. Il ne faut pas aussi sous-estimer les influences de la génération qui arrive aussi, hein. Nous, on a beaucoup
pères et mères de famille qui achètent sur notre plateforme, aussi poussés par leurs propres enfants qui commencent à avoir cette conscience aussi de l'impact. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement progressif qui s'améliore et qui vient notamment du grand public. Après, tu mentionnais au début de ta présentation la situation climatique qui est assez alarmante. Donc, il va y avoir aussi une pression croissante, je pense, sur les entreprises pour accélérer leur transition vers le net zéro. Le reconditionné et le seconde main est un levier d'action. Donc, on espère aussi qu'il va y avoir une prise de conscience là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le reconditionné et l'usé, c'est-à-dire que le seconde main, pas forcément reconditionné, sur le marché total de l'électronique, représente moins de 10%. Donc, on a quand même, nous, on espère qu'on atteindra un peu le modèle de la voiture d'occasion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% des gens achètent des voitures d'occasion quand ils achètent une voiture. Ils réfléchissent, c'est quelque chose qui est assez naturel. Donc, on aimerait bien que cette habitude de consommation se transpose sur l'électronique de façon générale. C'est ce qu'on peut vous souhaiter et se souhaiter. Merci. Du coup. Alors, vu qu'il est 13h05 passé, je crois que Noémie, si tu es encore dans le coin, je pense qu'elle va, à mon avis, réapparaître pour peut-être passer à la dernière phase de notre meet-up. Oui, bien sûr. Voilà, et en commentaire, en tout cas, je sais qu'on a projet d'aborder encore plein d'autres sujets. Si la phase la phase 2 qui permet justement de se retrouver permet à chacune d'aller poser des questions à Camille et à Agnès ou à moi, bien sûr, et ce sera avec plaisir pour le faire. Oui, merci beaucoup à tous les trois. En effet, là, on va passer aux tables de networking. Donc, l'idée, c'est qu'on coupe la scène et on se retrouve sur les tables virtuelles. Donc, ça permet de continuer les échanges pour celles et ceux qui peuvent. Et encore merci pour vos interventions et vos partages. Merci beaucoup pour cette invitation et pour Guillaume pour cette magnifique modération. Merci à vous. Et on se retrouve tout de suite sur les tables. Merci beaucoup. Merci. Merci.